Your move, creep. The future of law enforcement. RoboCop. Thank you for your cooperation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur RoboCop, sorti en 1987 et réalisé par Paul Verhoeven. Et vu que vous avez été beaucoup à me demander cette critique de RoboCop, c'est parti. Alors RoboCop, c'est un petit miracle, oui, j'ose le dire, parce que j'ai envie de te dire que c'était pas forcément gagné pour que le film soit produit. Bien que le scénario, quand il a été écrit, il a été vendu assez rapidement à la société Orion. Cette société le voulait parce que c'était la société de prod qui avait produit Terminator 1. Et on pouvait y voir évidemment une certaine similitude avec des histoires de robots, de futur et surtout de gros actionneurs des années 80. Donc la société Orion a été absolument séduite par le scénario. Mais par contre après, il faut bien trouver un réalisateur pour réaliser ce fameux Robocop. Et très clairement, personne n'en voulait. Ça a été rejeté par Jonathan Kaplan, ça a été rejeté également par David Cronenberg et bien d'autres qui en gros ne sont peut-être pas allés plus loin que le titre Robocop, qui, faut le dire, à l'époque, faisait archi couillon. C'est-à-dire que là, quand on le regarde maintenant, quand on regarde le film, on se dit « Mais non, mais Robocop, c'est un chef-d'œuvre, c'est ci, c'est ça ». Oui, mais il faut bien se dire que quand on se replace en 87, rien que le titre Robocop fait fuir les professionnels, fait fuir les intellos, faisait même fuir nos parents. Je me souviens, moi, je voulais aller le voir en salle, évidemment, je ne pouvais pas. J'avais que 11 ans. Le film était interdit aux moins de 13. Mais tu comprends, pour un préado, se dire qu'on allait aller voir un film avec un mi-homme, mi-robot, avec un espèce de délire très actionneur années 80, on avait vraiment envie d'aller voir ce film. Et malheureusement, on n'a pas pu aller le voir. Et j'ai envie de te dire que, heureusement, parce que vu la violence qui se dégage du film, c'était quand même pas très recommandé, quoi. Mais nos parents se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette énième couillonnade américaine, Robocop, si tu veux. Le titre n'inspirait absolument pas confiance. Et pourtant, Robocop est un film bien plus intéressant peut-être que ce que proposerait l'affiche, voire même le titre. C'est un film politique, c'est un film cynique, et c'est un film qui développe bien justement toutes les thématiques qui vont aller à l'encontre évidemment du capitalisme, du consumérisme, etc. etc. Hey Louis, it's Supercop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. What are they gonna do, replace us? Murphy, it's you. Et d'ailleurs à l'époque, les critiques se posent la question, est-ce que Robocop est un film de gauche ou de droite? Certains y voyaient un film de gauche, un pamphlet on va dire anti-Reagan, d'autres un film archi-réac, et moi j'ai envie de te dire que j'y vois un petit peu des deux, parce que on a derrière la caméra le réalisateur Paul Verhoeven, et Paul Verhoeven, même s'il se revendique plutôt, on va dire, comme un homme de gauche, il traite toujours ses sujets avec une certaine ambiguïté. C'est quelqu'un quand même qui est difficile à mettre dans une case, en tout cas à travers ses œuvres. Et pour moi Robocop, c'est un film qui est quand même assez difficile à mettre dans une case, parce que tu as quand même cette espèce d'actionneur très années 80, bourrin et parfois un peu réac, mais aussi très jouissif. Et quand tu vas voir Robocop, t'es un peu là aussi pour ça. Mais en même temps, et c'est ce qui va prédominer dans le film, c'est évidemment toute la charge, toute la critique contre le corporatisme, les multinationales qui rachètent absolument tout, et le côté, évidemment, tous pourris. Donc j'ai envie de te dire qu'il y a un peu à boire et à manger, un petit peu pour tout le monde en fait dans Robocop. Et d'ailleurs, il y a Edward Neumayer, un des deux scénaristes du film, qui avoue en gros, le film a plu à mes amis de droite et de gauche. Pour faire un succès, il faut ratisser large, donc c'est même pas moi qui le dis, c'est un des deux scénaristes. Donc comme quoi, il y a bien deux choses qui se dessinent dans Robocop, et je pense amplifiées par l'ambiguïté que va lui donner un Paul Verhoeven. Mais par contre, Michael Miner, l'autre scénariste du film, et en gros qui va dire qu'il était sidérant de voir comment l'Amérique post-Vietnam a basculé dans un capitalisme hors de contrôle. Robocop parlait clairement de ça. All Detroit has a cancer. Cancer is crime. Et c'est vrai que si on peut y voir dans Robocop une charge clairement anti-reaganienne, on peut y voir aussi une prédiction de ce qui va se passer maintenant. Par exemple, je pense aux écrans, je pense à la surabondance de JT, de pubs. Et ça, évidemment, Paul Verhoeven va s'en donner à cœur joie parce qu'on a encore, à l'instar d'un Starship Trooper, le fait de vouloir parodier les JT, les pubs, etc. Et en fait, dans tout le film, Verhoeven va te montrer la télé sous ce prisme-là. Les pubs,
les JT, les pubs. Les écrans sont absolument partout et les gens sont abreuvés de pubs, de JT. Et il faut bien comprendre qu'en 1987, c'est pas vraiment encore ça. Donc là, évidemment, Verhoeven en 87 est totalement visionnaire. Il prévoit ce qui est en train de se passer maintenant. Et il est vrai que maintenant, même sorti des grands événements, par exemple comme des attentats ou le coronavirus, où là, forcément, on est encore plus abreuvé d'infos que par rapport aux autres périodes, même quand il ne se passe rien de complètement dingue dans le monde, on est quand même abreuvé d'infos, abreuvé d'images, et surtout aussi régi par des tas d'écrans différents. As you know, we've entered into a contract with the city to run local law enforcement. We were able to save the left arm. What? I thought we agreed on total body prosthesis. Now lose the arm, okay? Alors on prévoit aussi dans Robocop des firmes qui rachètent absolument tout, qui privatisent tout, même la police. On parle de grève de flics, par exemple des meurtres de flics, donc du coup les flics menacent de faire grève. C'est ce qui a failli se passer en France il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on parle de Robocop, il faut évidemment parler de la violence du film parce que elle fait partie véritablement de l'ADN du film, c'est-à-dire t'enlèves la violence, c'est plus Robocop quoi. Et donc tu as un réalisateur comme Verhoeven qui lui, c'est un réalisateur entier, qui ne fait pas les choses à moitié et quand il met de la violence, il la met jusqu'au bout, même s'il se fait charcuter un peu par la prod et on enlève un petit peu de violence pour la sortie en salle. Quand tu vois certains plans qui ont été rajoutés sur le Blu-ray ou sur le DVD collector avec cette espèce de violence exacerbée, mais même maintenant, alors que tu as vu le film 10, 15 ou 20 fois, t'es encore choqué par cette violence. Et ça, pour moi, il n'y a que Verhoeven qui est capable, même 30 ans après, encore de t'écœurer avec cette espèce de violence, de violence totalement décomplexée. Je pense par exemple à la première scène avec l'ED-209 qui va buter le premier mec qui va servir de cobaye. Et puis tu as évidemment la mort extrêmement violente du héros du film. Et c'est là où le scénario de Robocop est très bien écrit. Et c'est là où Verhoeven va très bien s'en servir parce que c'est un scénario à rebondissement. Là, encore une fois, on a un héros qui meurt très vite dans le film, donc Alex Murphy, un héros qui va être sacrifié. Le but dans cette séquence extrêmement violente, c'est de représenter une image quasi christique. Dans ses propos, il dit qu'il voulait montrer Satan tuant Jésus-Christ, et il est clair que par rapport à la thématique du film, on voit totalement cette représentation. Ça va être évidemment le Christ ressuscité, et on va également dans Robocop évoquer la créature de Frankenstein. Et cette idée de la créature de Frankenstein, elle va pleinement s'exprimer lors de la fameuse séquence de flashback quand Alex Murphy revient là où il habitait. Donc tu as toute une séquence de flashback dans une maison maintenant vide et il va se rappeler, il va se remémorer les moments avec sa famille. Et là, clairement, l'humanité qu'il recherche depuis le début, qu'il est en Robocop, va revenir petit à petit à la surface. Et là, on a clairement le concept de la créature de Frankenstein parce qu'à ce moment-là, Alex Murphy alias Robocop va vouloir se rebeller contre ses créateurs. We get the best of both worlds. On-board computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. Alors, ce qui est absolument fabuleux dans Robocop, et là, on voit bien qu'on est dans un film de Paul Verhoeven, hein, ça c'est évident, il n'y a pas de gentil dans le film, allez, excepté évidemment Alex Murphy, qui lui représente le héros sacrifié, et peut-être aussi le personnage joué par Nancy Allen, hein, Nancy Allen qui jouait beaucoup les bimbos dans les films, et là, Verhoeven l'a fait tourner un petit peu en mode meuf badass. Le truc, c'est que dans Robocop, personne n'est gentil, tout le monde est, d'une manière ou d'une autre, une ordure. Entre la racaille qui sévit dans les rues, les grandes corporations, c'est-à-dire que même quand tu regardes Robocop quand tu es jeune, pour toi le grand méchant du film, c'est Clarence Bodicker, magistralement interprété par Kurt Smith bien sûr. Là vraiment, moi j'adore cet acteur, hein, il peut absolument tout jouer. Cette espèce de nonchalance avec laquelle il joue le méchant, c'est juste absolument jouissif. Si toi en tant qu'ado, tu vois que c'est le grand méchant du film, quand tu revois le film bien plus tard, tu te dis que finalement, c'est plus le méchant victime d'un système plus que vraiment le grand méchant du film. Et les grands méchants du film se situent évidemment dans les grandes corporations en costard-cravate. Il y a donc dans ces méchants les directeurs de l'OCP, il y a également les fameux inventeurs, concepteurs du projet Robocop, mais c'est tout autant une ordure parce qu'il gagne sa vie en utilisant un macabé et le ressusciter pour faire soi-disant le bien. Et ces dirigeants qui surfent sur l'insécurité dans un climat quasi apocalyptique que eux-mêmes ont contribué à mettre en place. Alors ce qui marche dans Robocop, si évidemment j'enlève les superbes scènes d'action où on montre le Robocop en action, et c'est là où peut-être va se situer un petit peu le côté, allez, un petit peu réac du film, mais qui est absolument jouissif et qui est absolument pas condamnable. Quand on voit Robocop arrêter les racailles, c'est absolument génial, c'est superbement bien mis en scène, mais il y a évidemment, et c'est ce qui va caractériser Robocop, c'est cette volonté de satire. Et par exemple,
cette non-volonté de satire que va reprocher Verhoeven par rapport au remake qui a été fait en 2014. Il va dire par exemple que les réalisateurs de ce film, les scénaristes, ont pris les thématiques trop au sérieux, trop au premier degré de ce que lui avait développé dans Robocop, et il insiste sur le fait que ce qui marche dans Robocop, c'est justement cette volonté, pas de comédie, parce qu'on n'est quand même pas dans la comédie quand on regarde le premier Robocop, mais cette volonté de satire, la satire des médias, la satire de la société reaganienne, mais en l'amplifiant totalement, en l'extrapolisant, pour faire en sorte qu'en 2020, ce ne soit plus vraiment de la science-fiction. Et je cite encore Verhoeven, il dit qu'il faut une distance quand on aborde des films comme Robocop, et la comédie, voire la satire, donne cette fameuse distance. Aussi, un thème très intéressant que Paul Verhoeven va bien développer, surtout sur la fin, c'est est-ce que Alex Murphy est un héros sacrifié ou alors un pur produit du corporatisme. Et en fait, tout ce thème va être très bien développé puisque ça va être la question centrale en fait du personnage d'Alex Murphy qui finalement se cherche totalement et est tiraillé entre ces deux notions quasi antinomiques. Et donc Verhoeven surfe sur cette ambiguïté, il ne donne pas forcément de réponse au spectateur et le truc c'est qu'on va cultiver évidemment cette ambiguïté même par rapport à la fin où Dick Jones se fait abattre par Alex Murphy et il te ferait presque passer le président de l'OCP qui s'en sort à ce moment-là pour quelqu'un de gentil. Et c'est là où Verhoeven continue à cultiver cette ambiguïté, et même si la fin est assez évocatrice, alors évidemment j'enlève les suites, je ne prends que le premier, mais la fin est assez évocatrice dans le sens où Alex Murphy dit moi je m'appelle Murphy. Alors t'as l'impression qu'il a retrouvé son identité, ok. Alors restera-t-il Robocop? Toujours est-il qu'il n'est plus un être vivant, il a peut-être retrouvé une forme de conscience, il a peut-être retrouvé une forme d'humanité, mais le problème c'est qu'il sera à jamais coincé dans cette fameuse armure de robot flic. Et là, Verhoeven cultive encore pour moi cette fameuse ambiguïté qui caractérise beaucoup Robocop. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le premier Robocop. Alors il y a eu évidemment Robocop 2, réalisé par Irving Kershner, le réalisateur de l'Empire contre-attaque, et scénarisé par Frank Miller. C'est pas franchement le meilleur, mais bon, il est beaucoup moins bien que celui de Paul Verhoeven. Vraiment, on est très très loin de la maîtrise du film de Verhoeven, mais ça va, il peut se regarder sans déplaisir, à la limite peut-être même en mode plaisir coupable. Par contre le 3, faut carrément l'oublier, et le remake pour moi n'a strictement aucun intérêt pour les raisons que j'ai citées dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et puisqu'on est dans la thématique des corporations, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, et ouais, moi aussi je profite un peu du système. Nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, ciao.